Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Kumba Actu. Le football africain a tremblé entre sacre historique et tensions diplomatiques. Nous reviendrons sur l'après-CAN 2025. Pourquoi cette haine sur les réseaux sociaux entre le Maroc et le Sénégal? Quel avenir pour Pape Thiaw après le séisme de Rabat? Et enfin, nous décrypterons le phénomène iShow Speed quand le divertissement numérique bouscule les codes. C'est parti. Le Sénégal est sur le toit de l'Afrique pour la deuxième fois, mais la fête a un goût de soufre depuis la finale. Un climat de haine sans précédent s'est emparé des réseaux sociaux entre les Marocains et Sénégalais. Insultes, chauvinisme exacerbé, diplomatie sportive en péril. Comment ce qui devrait être une célébration du football continental a-t-il pu basculer dans une telle animosité? Sommes-nous en train d'assister à la fin de la fraternité sportive entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne? Rabat, soir de finale, le coup de sifflet final a retenti, mais le match, lui, refuse de s'arrêter. Si le Sénégal exulte sous sa deuxième étoile, le ciel de la fraternité africaine, lui, s'est assombri. En quelques heures, le terrain vert de l'honneur est devenu le terrain vague de la rancœur. Ce qui devrait être une ode au football continental a muté en une guerre numérique sans merci. Sur les écrans, les drapeaux ne flottent plus côte à côte, ils s'entrechoquent, insultes, provocations, chauvinisme aveugle. La toile s'est transformée en un tribunal populaire où la raison a déserté, laissant place à une hostilité que l'on pensait appartenir à une autre époque. Comment en est-on arrivé là? Un arbitrage jugé partial, des décisions contestées, et voilà que le sport devient le prétexte à toutes les dérives, mais le mal est plus profond. Dans cet univers 2.0, l'émotion immédiate a remplacé l'analyse. On ne commente plus un hors-jeu, on attaque une identité, on ne discute plus d'un penalty, on blesse une nation. Ce climat délétère entre le Maroc et le Sénégal interroge notre maturité collective. Sommes-nous devenus les esclaves d'algorithmes qui se nourrissent de nos colères? Si le football est le miroir de nos sociétés, l'image qu'il nous renvoie aujourd'hui est celle d'une Afrique capable de se déchirer pour un ballon, oubliant les siècles d'histoire, de commerce et de foi qui lie Dakar à Rabat. Pourtant, le football africain a besoin de ces deux géants. On ne bâtit pas un continent sur des murs de haine, mais sur des ponts de respect. La victoire du Sénégal est historique, mais elle ne doit pas être le tombeau de la diplomatie sportive. Aujourd'hui, le défi dépasse les lignes de touche. Il appartient aux leaders, aux médias et aux supporters de siffler la fin de cette récréation toxique, car au final, lorsque la poussière des réseaux sociaux sera retombée, il ne restera que cette vérité. En Afrique, personne ne gagne seul. La gloire des Lions ne sera totale que lorsque le respect entre frères sera restauré, pour que le football redevienne ce qu'il n'y aura jamais dû cesser d'être, une fête et non une fracture. Le courage a un prix et celui de Pape Thiaw peut se chiffrer à plusieurs mois de suspension. Si le peuple salue le protecteur des lions, la CAF, elle, s'apprête à juger l'acte de rébellion. Les sanctions tombent, mais l'injustice, elle, reste-t-elle impunie? Pour comprendre les enjeux juridiques et l'impact sur l'avenir de notre sélectionneur? Reportage. Alors que l'injustice semble s'écrire sous les yeux du monde, un homme décide de briser le protocole. Pape Thiaw, d'un geste de la main, il ordonne le silence et le retrait. Ce n'est pas seulement un entraîneur qui s'exprime, c'est un menteur qui fait rempart. À cet instant précis, le temps s'arrête. Pour les supporters, c'est un acte de bravoure, le refus de l'humiliation. Mais pour les instances, c'est un séisme. En demandant à ses joueurs de quitter la pelouse, Pape Thiaw est passé en une seconde de statut de tacticien à celui de rebelle, un geste lourd de sens qui pose une question brutale: jusqu'où peut-on aller pour protéger l'honneur d'un maillot? Mais la passion du terrain se heurte désormais à la froideur du règlement. Dans les bureaux de la CAF, le dossier Sénégal est sur la table. L'article est clair, l'abandon de match est une faute majeure. Pape Thiaw risque gros, des mois de suspension, une mise à l'écart des bancs de touche et une amende record pour la fédération. Au-delà de l'homme, c'est tout le projet technique des Lions qui est menacé de paralysie. Peut-on diriger une sélection nationale depuis les tribunes? Comment préparer les prochaines échéances mondiales si le chef d'orchestre est privé de sa baguette? Le prix de la dignité pourrait s'avérer exorbitant pour le football sénégalais. Pourtant, au milieu de la tempête, un mouvement de solidarité s'organise. Des légendes comme Claude Leroy ou Sadio Mané ont fait entendre leur voix. Aujourd'hui, l'enjeu pour Pape Thiaw n'est plus de justifier son geste, mais de prouver son sérieux par le travail, car la meilleure réponse à la sanction, c'est l'excellence. Transformer
transformer l'amertume de Rabat en une rigueur de fer. Le Sénégal a besoin d'un Pape Thiaw serein, concentré sur ses schémas tactiques et sa vision du jeu. Si la sanction tombe, elle ne doit être qu'une parenthèse, pas une fin, car un lion, même blessé, même sanctionné, garde le regard fixé sur l'horizon. La rédemption passera par le terrain et seulement par le terrain. On l'appelle le phénomène speed, des millions de vues, des records d'audience, mais à quel prix pour notre image de marque? Est-ce une chance pour le tourisme africain ou une mise en scène de nos clichés les plus tenaces? Nous avons suivi cette tournée qui divise l'opinion, plongée au cœur de cette hystérie collective. Il l'avait annoncé sur les réseaux sociaux à travers une bande-annonce digne d'une super production. Visiter 20 pays en Afrique en 28 jours, voilà le nouveau défi que s'est lancé la star américaine du streaming, iShowSpeed. Let's go! À 20 ans et avec plus de 120 millions d'abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok, Darren Watkins Jr., de son vrai nom, est devenu un phénomène sur les réseaux sociaux. Il commence par faire des vidéos de jeux en ligne, mais sa popularité, il la tient de ses réactions surjouées et de ses défis extrêmes. En 2025, il lance un concept, rencontrer ses fans dans plusieurs pays et mettre en valeur la culture locale dans des scènes de rue, ponctuées de sauts périlleux, devenus sa marque de fabrique. Le tout diffusé en direct sur sa chaîne YouTube. Et les fans sont au rendez-vous. Le 28 décembre dernier, il lance une tournée en Afrique. Des dizaines de milliers de personnes se massent pour le voir à Nairobi. Comment expliquer un tel succès? iShowSpeed donne de la visibilité au continent aux États-Unis et bouscule les clichés. iShowSpeed change ma façon de voir les choses. Comme la musique en Afrique, la culture. Chaque aspect là-bas me fait me sentir tellement bien à l'intérieur. Et ça me donne envie de quitter l'Amérique. Le voir, lui, un homme noir, originaire des États-Unis, d'ascendance africaine, pouvoir retourner sur le continent et être traité comme un être humain, avec un peuple africain civilisé, alors qu'on nous a appris qu'ils étaient primitifs, c'est pour cela que notre peuple s'est battu. C'est pour cela qu'il s'est battu contre la ségrégation. De l'amour et de la considération, iShowSpeed n'en a pas reçu à chacune de ces étapes africaines. En Algérie, il a dû être évacué du stade Nelson Mandela d'Alger, où se tenait la Supercoupe d'Algérie. Sa tournée africaine a pris fin au Maroc avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Rappeur à ses heures perdues, le jeune streamer a aussi annoncé vouloir participer en tant qu'athlète au JO de 2028 à Los Angeles. Nous ouvrons cette page internationale par les dossiers qui heurtent les consciences mondiales. L'exécution d'Alex Préti par les agents fédéraux qui soulèvent une indignation légitime et l'horreur des crimes sexuels au Soudan utilisés comme arme de guerre dans un conflit qui s'enlise. Voici les images. Bravant le froid glacial, des dizaines d'habitants de Minneapolis, de New York, de Californie et d'autres villes ont battu le pavé samedi pour crier leur ras-le-bol et leur colère suite à la mort d'Alex Préti, un Américain tué par les agents des services des douanes et de la protection des frontières. Son décès vient aggraver une situation déjà tendue depuis celui de Renee Good, une autre Américaine tuée par balle le 7 janvier par la police de l'immigration. Nous avons 2 Minnesotins morts. Nous n'avons pas eu le temps de raconter l'histoire de Renee, poète, mère avec un esprit brillant. Et maintenant, nous avons l'histoire d'Alex. Ma question est la suivante. Quel est votre plan, Donald Trump? Que devons-nous faire pour que ces agents fédéraux quittent notre État? Vous attendiez la peur, la violence et le chaos, mais vous avez clairement sous-estimé les habitants de cet État et de cette nation. Nous sommes fatigués, mais nous sommes déterminés. Nous sommes pacifiques, mais nous n'oublierons jamais. Nous sommes en colère, mais nous ne perdrons pas espoir. Et par-dessus tout, nous sommes clairement unis. Dimanche, ils étaient nombreux à se recueillir devant un mémorial de fortune dressé en hommage à Alex Préti sur le lieu des tirs. L'État de Minnesota a saisi la justice pour demander la suspension des opérations de la police de l'immigration.
Les femmes sont les premières victimes du conflit qui ravage le Soudan depuis avril 2023, selon Soulaïma Ishaq El-Khalifa, ministre des Affaires sociales. Ancienne militante des droits humains et psychologue de formation, elle dénonce l'usage systémique des violences sexuelles comme arme de guerre, en particulier par les forces de soutien rapide paramilitaires opposées à l'armée régulière. Ce qui est encore plus grave, c'est que les violences sexuelles sont utilisées comme armes de guerre. Elles sont systématiques avec des schémas récurrents selon les régions. Le même type d'attaque se répète à Jazira et à Khartoum, tandis qu'au Darfour, et plus particulièrement dans l'ancien Darfour, les violences suivent d'autres schémas, car elles s'accompagnent en réalité d'un nettoyage ethnique. Les violences sexuelles ne se limitent pas aux agressions. Certaines femmes sont réduites à l'esclavage sexuel, d'autres sont victimes de trafic vers les pays voisins et des mariages forcés sont organisés pour masquer ces crimes. Selon ce que rapportent de nombreuses survivantes, les agresseurs disaient aux femmes qu'elles étaient des êtres inférieurs, allant jusqu'à les traiter d'esclaves, et qu'en les attaquant ou en les agressant sexuellement, ils les honoraient en réalité. La Cour pénale internationale a évoqué une campagne organisée et calculée à El Fasher, impliquant des viols de masse et des exécutions parfois filmées et revendiquées par leurs auteurs, dans un climat de totale impunité. C'est ainsi que se termine cette édition. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Time for Africa.